Et nous accueillons maintenant Dominique Pont, qui est responsable ministériel à la délégation du numérique en santé, la DNS. Il va pouvoir nous parler du rôle de la DNS dans l'écosystème des acteurs publics et surtout de la stratégie nationale du numérique en santé. Dominique, c'est à toi. Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez bien? Donc juste, c'est l'occasion aujourd'hui de faire un petit point d'étape sur toute la transformation qu'on mène tambour battant, DNS, ANS, assurance maladie, ARS, GRAD, etc. Tous les acteurs publics du numérique en santé. Juste un petit retour arrière, on avait lancé une feuille de route en avril 2019, une feuille de route du numérique en santé qui s'étale entre avril 2019 et avril 2022 et qui posait une vision, une façon d'aborder le sujet de transformation numérique de notre secteur. Et le premier point, ça avait été de réformer la gouvernance du numérique en santé en France, et avec notamment la création d'un chef d'orchestre, qui est la délégation numérique en santé, la DNS, qui est une délégation qui peut-être un jour deviendra une direction centrale au même titre que la DGOS ou la DSS ou la DGS. Et cette délégation numérique en santé que je pilote avec Laura, en fait, elle dépend directement du ministre pour avoir le poids suffisant pour poser une vision et ensuite avoir le rôle de coordination de l'ensemble des acteurs publics qui portent la stratégie nationale du numérique en santé, avec notamment deux bras armés, opérationnels, l'Agence du numérique en santé d'une part, l'assurance maladie de l'autre. L'Agence du numérique en santé étant plutôt dans la vision sur les couches basses des systèmes d'information, les référentiels, les services socles, l'accompagnement des professionnels, des industriels au déploiement des outils de socle, l'assurance maladie étant plutôt sur les plateformes DNP, Mon Espace Santé, Amélie Pro, Identité nationale de santé, etc. Et donc, dans cette vision de la gouvernance, ce à quoi on croit depuis le départ et ce pourquoi on milite, ce pourquoi on a engagé la feuille de route, c'était que l'État doit reprendre la main. Seul l'État peut réguler, seul l'État peut fixer un cadre, seul l'État peut fixer une doctrine, seul l'État peut être en capacité de labelliser, de référencer les différents outils numériques. Mais l'État ne peut pas tout faire et l'État doit rester dans son rôle. Et le rôle des industriels, c'est de créer l'innovation, c'est de développer des outils, c'est d'accompagner les usages, c'est d'être au plus proche des besoins de terrain et proposer des solutions innovantes, mais en respectant un cadre fixé par l'État et en se connectant, en connectant leurs outils numériques sur des référentiels socles, sur des services socles, sur des plateformes socles construites par l'État. Je donne souvent l'image de la gouvernance d'une ville dans laquelle les pouvoirs publics font le code d'urbanisme, délivrent les permis de construire et supervisent la construction des communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, les réseaux d'électricité. Mais les pouvoirs publics ne font pas les maisons, c'est les acteurs du privé, c'est les promoteurs qui créent les maisons, c'est-à-dire les services à valeur ajoutée. Mais en gros, c'est ça qu'on a porté depuis le départ dans la transformation de la gouvernance du numérique en santé en France. Et globalement, ce que je voudrais dire, c'est que cette vision du juste rôle des pouvoirs publics avec une forme de volontarisme de l'État, mais qui laisse au privé, aux industriels, le champ pour créer de l'innovation, pour créer de la valeur ajoutée, mais en respectant le cadre fixé par l'État, c'est une vision dont je suis content parce qu'elle a emporté une adhésion globale de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médecins, associations de patients, industriels et pouvoirs publics. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la feuille de route au numérique en santé elle-même, en gros, je dirais qu'on est sur le dernier temps de ce programme, de cette feuille de route, qui, je rappelle, est une feuille de route sur 3 ans, avril 2019, avril 2022. Le premier temps, ça avait été la construction d'une vision, la réorganisation de la gouvernance, cette notion d'État-plateforme dont je vous parle. L'État reprend les fondations, les référentiels SOC et le privé doit rentrer dans un cadre fixé par l'État pour créer les services à valeur ajoutée. Donc, la première année, c'était la construction de la vision, la mise en place de la gouvernance, etc. La deuxième année, ça a été la construction des services socles, Identité nationale de santé, Pro Santé Connect, le déploiement des messageries
sécurisé, le serveur multiterminologie, tous ces services socles, ProSanté Connect, la ICPS, le lancement de l'application carte vitale, donc tous ces services socles nationaux régaliens, donc un peu dans l'ombre, on a travaillé là-dessus. Maintenant que ces services socles et ces référentiels socles sont prêts, on est dans la phase de déploiement avec deux éléments et deux axes très forts et très visibles qui s'appuient sur le travail fait depuis 2 ans. C'est le programme Ségur numérique qui, en gros, consiste, je le dis de façon un peu triviale, mais c'est quand même ça, c'est modifier tous les logiciels de santé en France, tous, ville, hôpital, biologiste, radiologue, EHPAD, tous, pour qu'ils soient labellisés par l'Agence du numérique en santé selon un cahier des charges qui a été écrit avec des professionnels de santé, pour que ces logiciels puissent enfin se connecter sur des services socles numériques, l'identité nationale de santé, ProSanté Connect, la messagerie sécurisée de santé, le nouveau DMP intégré dans mon espace santé, en gros se connecter sur les fameuses routes numériques, ponts numériques construits par l'État depuis 2 ans, labellisés et avec un financement d'État. Donc ça, c'est la première fois en fait qu'on porte, c'est une vraie disruption dans notre secteur, de dire on met 2 milliards pour mettre en œuvre le partage sécurisé des données de santé en France sur un mécanisme où l'État écrit un cahier des charges avec les professionnels de santé, demande aux industriels de passer à une logique de labellisation de ces outils pour que ces outils puissent se connecter sur des canaux sécurisés d'information fournis par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, inciter les professionnels de santé avec des incitations financières pour qu'ils jouent le jeu du partage des données de santé en France. Donc, ça, le Ségur, c'est un élément clé en fait de l'aboutissement de la vision qu'on porte depuis le début du numérique en santé, avec une vision, à la fois on voit l'énorme ambition de dire on veut mettre à niveau des connecteurs sur tous les logiciels de santé en France, homogènes, cadrés, labellisés, etc. Mais aussi avec une forme d'humilité où le niveau d'exigence, en fait, on veut y aller pas à pas, avec une première vague du Ségur, avec un premier niveau d'exigence. Et d'année en année, c'est faire monter le niveau d'exigence pour aller vers plus de sécurité, plus d'interopérabilité et donc plus d'usage dans le partage des données de santé. Donc ça, c'est un élément clé parce que pour moi, c'est ce qui a vraiment manqué au DMP ces dernières années, c'est mettre les mains dans le cambouis de déployer partout des connecteurs dans tous les logiciels de santé en France avec un cadrage et une labellisation de ces outils. Et le deuxième axe très important, vous en avez parlé juste avant avec M. Aquino et Annie Prévost, c'est le fait de dire qu'il faut aussi qu'on s'occupe des citoyens eux-mêmes, des patients eux-mêmes, et qu'en fait le numérique en santé, c'est avant tout un sujet citoyen, d'émancipation citoyenne et qui permettent au système de santé de restituer les données de santé aux citoyens, leurs données de santé à eux, de leur donner le pouvoir de gérer leurs données de santé pour être acteurs de leur santé. Ça, c'était le deuxième axe qui était essentiel dans la vision qu'on porte depuis le début de la feuille de route. Et donc ça se matérialise et c'est rendu visible par mon espace santé, qui est la grande plateforme du numérique en santé citoyenne qui va être ouverte à tous les Français à partir de janvier 2022 et qui est testée actuellement dans 3 départements pilotes que sont la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique, avec mis à disposition de tous les citoyens une sorte de coffre-fort numérique dans lequel ils peuvent ranger leurs données de santé et dans lesquels progressivement ils vont récupérer automatiquement leurs données de santé dès lors qu'on aura déployer les connecteurs dont je parlais tout à l'heure, de tous les logiciels des radiologues, des biologistes, des hôpitaux, des médecins de vie, des EHPAD, qu'on aura dans tous ces logiciels déployés ces connecteurs. Donc petit à petit, je pense à horizon 18-24 mois, on verra une majorité de ces logiciels de santé en France être capables d'envoyer aux patients directement leurs données de santé, en tout cas leurs données de synthèse, les comptes rendus d'hospice, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les ordonnances, les courriers. On va commencer humblement par des choses de base, des choses vraiment, des éléments de synthèse médicale. Et donc, dans cette plateforme, les citoyens pourront ranger leurs données de santé, les récupérer de la part de leurs professionnels de santé et les partager aussi dans le cadre de leur parcours de soins. Avec
d'autres outils complémentaires, notamment une messagerie sécurisée de santé. Voilà, on croit que ce n'est pas une bonne idée qu'on continue en France, dans des périodes comme la période Covid, que les outils les plus utilisés, ça soit WhatsApp et Gmail. Nous, on croit à une vision souveraine, hébergée en France, sécurisée, dont on maîtrise les tenants et aboutissants techniques, juridiques, éthiques. Donc, une adresse de messagerie sécurisée de santé en France pour tous les citoyens français. Et dès lors qu'un professionnel de santé, un établissement de santé a lui-même intégré un client de messagerie sécurisé selon le cahier des charges fixé par l'État, eh bien, il peut, le professionnel, discuter, dialoguer, échanger avec son patient par ces canaux sécurisés. Dans cet espace numérique de santé aussi, un agenda santé, voilà, dans lequel on pourra regrouper nos événements santé, rendez-vous, rappel de vaccination, future hospitalisation, examen de prévention à réaliser. Et enfin, et c'est là à nouveau qu'on porte la vision de ce que nous on appelle l'État plateforme. L'État ne peut pas tout faire, mais l'État fournit le socle, ce que j'expliquais avec les routes, les ponts. Dans cet espace numérique de santé, il y aura un catalogue d'applications numériques, un store d'applications développé par les acteurs du privé, mais selon un cahier des charges et avec un référencement fixé par l'État. Ces applications numériques de santé à destination des citoyens, ça peut être des applications de prévention, de télémédecine, ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être toute la mouvance des digital therapeutics, ça peut être les portails patients des hôpitaux, tous les outils numériques de e-santé pour les citoyens qui rejoignent ce catalogue, ce store d'applications avec un cahier des charges et un référencement fixé par l'État. Mais ces outils, ils seront compatibles avec mon espace santé. Donc, le citoyen pourra synchroniser sa messagerie, son agenda, son dossier médical avec ces applications, comme vous pouvez le retrouver classiquement dans une vision de store. En gros, pour conclure, la vision qu'on porte depuis le début, qui est une vision citoyenne, souveraine et éthique du numérique en santé, donc avec une forme de romantisme, mais aussi une forme de pragmatisme dans la façon de le mettre en œuvre, elle s'appuie sur une réelle confiance entre l'État et les industriels. Et dans la répartition des rôles et dans la répartition des missions et des responsabilités dont je vous parle. Et donc, en gros, vous voyez que ce soit sur mon espace santé avec le store, que ce soit sur le Ségur, où il y a une vraie volonté de financer, d'accompagner les industriels et de définir un vrai cahier des charges État industriel. En fait, une énorme partie en fait, de la stratégie, de la vision qu'on porte sur cette feuille de route, elle est basée dans cette confiance qu'on croit que les industriels, ils ont ce sens de l'intérêt collectif, ils ont le sens de l'intérêt du pays, du développement du numérique en santé en France. Et c'est ce qui fait que, et je terminerai par ça, que je l'ai déjà exprimé, mais je vous le dis avec sincérité, ce n'est pas juste des paroles en l'air, je suis persuadé qu'on est en train de prendre collectivement le chemin de faire de notre pays, dans cette alliance professionnelle de santé, patients, citoyens, pouvoir public et industriel, dans cette alliance autour du numérique en santé, je suis persuadé qu'on est en train de faire à horizon 2 ans de la France un leader mondial ou à minima européen en matière de e-santé en France. Je suis persuadé qu'on va devenir un modèle par rapport à nos voisins européens. Alors, nous avons reçu plusieurs questions. Alors, je te lis la première. Il y a beaucoup de travail fait pour sensibiliser et informer les éditeurs. Hélas, les établissements ne sont pas tous intéressés par ces évolutions. Y aura-t-il un travail fait pour inciter fortement les établissements à évoluer vers le numérique, sachant qu'un certain nombre y résistent fortement? Alors, comment dire, il y a toujours 2 temps dans une conduite du changement. Il y a un premier temps qui est le temps incitatif. Donc là, on débloque des budgets inédits, 2 milliards, donc une grosse partie dans l'accompagnement financier des établissements de santé à s'engager dans la transformation numérique. On leur dit, voilà, vos éditeurs, on s'occupe un petit peu de tout, on s'occupe de travailler avec eux, on va les financer et ils vont travailler pour mettre à niveau leur logiciel pour l'installer dans les établissements de santé. Donc l'État fait l'incitatif. L'État fait l'incitatif en disant aux établissements de santé, maintenant que votre logiciel est à jour, eh ben, on va vous donner de l'argent pour que vous jouiez le jeu du partage des données de santé avec le patient, avec les professionnels. Donc il y a tout ça. Et au bout d'un moment, on va dire, ouais, non, mais maintenant que ça a été incitatif, maintenant ça va être coercitif, les amis. Et donc, concrètement, on est en train de travailler sur le fait que dans les mécanismes de financement des hôpitaux,
notamment le financement IFAC, c'est-à-dire une part importante aujourd'hui des marges des hôpitaux français, eh ben, les critères numériques vont les intégrer dès cette année, c'est-à-dire avec une première mesure dès le milieu de l'année prochaine. Et donc, un établissement de santé qui ne veut vraiment pas jouer le jeu, non seulement il ne va pas bénéficier des aides d'aujourd'hui, mais demain, il perdra de l'argent. On va intégrer ces référentiels dans les référentiels du numérique en santé dans le référentiel HAS. Donc, ça veut dire un établissement de santé qui ne jouera pas le jeu, il mettra en risque sa certification HAS et avec un espèce de cercle vicieux où en fait c'est de la perte du financement à la clé. Donc voilà, je l'avais expliqué depuis le début, il y a un temps où on essaie de porter, d'impulser, de financer, d'inciter, et il y a un temps 2 qui est en train de se préparer et c'est transparent vis-à-vis des syndicats professionnels et FHF, FHP, FEAP, FNEAD. Il y aura un temps 2 qui démarre dès maintenant d'ailleurs, où les critères numériques feront partie des critères de financement, des critères de certification des établissements de santé. Et donc, un établissement qui ne joue pas le jeu, il va se retrouver en réelle difficulté maintenant. D'accord, merci. Alors, une question sur Ma Santé 2022. Où en est la phase Ma Santé 2022 dans les régions pilotes? Comment est-ce appréhendé par les citoyens? Alors, la question est large. Ma Santé 2022, moi, je suis capable de parler que de la partie numérique, puisque c'était notre champ de responsabilité. En gros, c'est la feuille de route dont je vous parlais. Donc, dans les territoires pilotes, en fait, les gens, monsieur et madame tout le monde, voilà, ma tati qui est à Toulouse, qui a découvert mon espace santé, le seul truc qui est vraiment visible, c'est ça, c'est la plateforme citoyenne. Donc aujourd'hui, on fonctionne pour l'instant à bas bruit, c'est-à-dire on ne fait pas de la grosse com grand public pour les citoyens autour de mon espace santé, donc de la feuille de route et de tout ce qui vient de Ma Santé 2022 sur les sujets numériques, parce qu'on est en train de déloguer concrètement la messagerie sécurisée de santé citoyenne, la nouvelle version du DNP, la gestion des consentements, la façon d'ouvrir les choses, etc. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une grosse campagne de communication, donc je ne peux pas vous donner… les statistiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas des statistiques suffisamment pertinentes pour qu'on en fasse un objet de généralisation. En gros, pour faire court, il y a moins de 0,5% des gens qui s'opposent au numérique en santé, à mon espace santé. Mais dès lors qu'à partir du début de l'année prochaine, ça sera une grosse campagne de communication, spot télé, réseaux sociaux, etc., peut-être qu'on aura une part plus importante de la population française qui dira « je ne veux pas de ces outils numériques ». Donc, je ne suis pas capable de faire de prédictions par rapport à ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des vrais sondages qui ont été faits par France Asso Santé, par nous aussi, qui dit en gros que 8 Français sur 10 sont favorables à avoir vraiment maintenant des outils du numérique en santé, être capables d'avoir des plateformes, d'ailleurs en plébiscitant que ce soit plutôt d'ailleurs porté par les pouvoirs publics, des plateformes dans lesquelles ils pourront retrouver leurs données de santé et globalement des services numériques, de prévention, de télémédecine, etc. Donc, il y a un vrai changement quand même d'appétence, peut-être grâce au Covid, avec les citoyens qui sont pro ce type d'outils. Et sachez aussi qu'on a créé un comité citoyen du numérique en santé avec des vrais gens tirés au sort de toutes catégories sociales, socio-professionnelles confondues et sociales confondues, qui travaillent avec nous sur ces sujets et donc tirés au sort, ce n'est pas des gens qu'on a sélectionnés pour qu'ils soient pro-numérique. Et il y a eu un comité citoyen tout ce week-end, on les formait à tout ça. Et on sent qu'il y a un vrai changement quand même culturel autour de ces outils numériques et avec la volonté de participer à un projet national à la fois souverain et éthique. Et donc moi, je suis vraiment optimiste. Bien sûr, on aura peut-être 15% de la population qui sera anti tout ça, mais je pense qu'il y aura une majorité de Français qui, dès lors qu'on va leur proposer ces outils, ils vont s'engager là-dedans et dans la transformation du pays, dès lors qu'on leur garantit souveraineté et éthique. Alors justement, on a une question suivante sur cette messagerie citoyenne. Comment se passera la connexion à la messagerie citoyenne avec les LPS? Est-ce qu'il y aura un DST à destination des éditeurs, comme ce qui est fait pour la messagerie professionnelle? En fait, on s'appuie sur les mêmes standards et sur les mêmes référentiels qu'on fait un petit peu évoluer de la messagerie pro. Donc, l'espace de confiance est la doctrine de l'État portée depuis longtemps, et notamment
avec comme fer de lance l'Agence du numérique en santé qui a beaucoup travaillé depuis longtemps sur ces sujets, c'est de dire que la doctrine de l'État, c'est de fixer un espace de confiance qui s'appelle MS Santé, dans lequel les messageries publiques, privées, peuvent s'inscrire pour que ces messageries soient interopérables dans un espace de confiance de messagerie sécurisée de santé professionnelle. Et en fait, l'idée de la messagerie citoyenne, c'est d'étendre en fait cet espace de confiance aux citoyens. Et les citoyens auront leur client de messagerie nativement intégré dans mon espace santé. Un client de messagerie. Et l'adresse de messagerie d'un patient, d'un citoyen lambda, ça sera son identité nationale de santé, son INS, @patient.messanté.fr. Donc, dès lors qu'un professionnel de santé a un client de messagerie, un outil de messagerie qui est compatible avec l'espace de confiance MS Santé, il lui suffira de connaître l'INS de son patient et de lui envoyer à cette adresse et il pourra lui pousser un message. Et d'ailleurs, juste une petite précision, un échange par messagerie sécurisée de santé entre un professionnel de santé et un patient est toujours à l'initiative du professionnel. C'est lui qui ouvre le canal, c'est lui qui peut le fermer. Un Français ne va pas pouvoir spammer comme ça tous les médecins de France. Et donc, en gros, la réponse, c'est on s'est appuyé sur le référentiel et sur l'espace de confiance MS Santé en l'étendant aux citoyens. Donc, on a capitalisé sur le boulot fait depuis 10 ans sur ces sujets-là. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une question sur les stores. Où en sommes-nous de l'élaboration du store avec les industriels et start-up? Donc, il y a eu un appel à candidature il y a un an où une trentaine, je crois qu'il y a exactement 30 même d'ailleurs, industriels, les fournisseurs de services du numérique de e-santé à destination des citoyens ont été sélectionnés pour travailler avec nous sur tout le cadrage de la façon dont on référencera dans le futur les applications dans ce store et sur le cadrage technique des cas d'usage dont il y aura besoin pour synchroniser une application dans le store avec mon espace santé. Quelles API, comment on fait pour synchroniser l'agenda, comment on fait pour synchroniser des mesures de santé, comment on fait pour synchroniser les documents de santé. Donc, tout ce travail préparatoire a été fait avec ces 30 industriels, en gros. Et donc, il a été rendu public, en fait, les modalités du référencement dans mon espace santé avec une concertation publique. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont réagi. Donc, on l'a publié et donc maintenant, ça va rentrer dans un arrêté, la façon dont on définit les critères de référencement dans mon espace santé. Et puis, d'un point de vue très technique, il y a une feuille de route de déploiement progressif en fait de ces API pour pouvoir se connecter dans mon espace santé et l'ouverture du référencement au store qui sera annoncé d'ici la fin de l'année avec un calendrier, toute une roadmap sur l'année 2022. Donc voilà, on avait souhaité que l'année 2021 soit vraiment une année de travail directement avec les industriels sur ces sujets pour ne pas être hors sol dans la façon dont on allait présenter ces mécanismes de référencement et de connexion d'API. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question. Alors, si tu as des éléments, quelles sont les grandes lignes d'évolution pour les phases suivantes du Ségur? Ségur vague 2, Ségur vague 3, peut-être d'autres ensuite? Donc, les éléments d'évolution, c'est que déjà, on n'a pas pu, en parallèle, traiter tous les métiers. Donc, il y a des métiers qu'on est en train de lancer. Vous voyez, on a lancé jusqu'à cet été les dossiers de spécification et tout le cadrage, en fait, pour la médecine de ville, la radiologie, la biologie et l'hôpital. Là, on est en train de travailler avec des pharmaciens pour élaborer la même chose, cahier des charges pour les officines. Il nous restera kiné, dentiste, infirmière libérale, anapathe. Voilà, on a quelques aussi métiers particuliers qu'il faut qu'on adresse et sur la vague 2 qu'on est en train de lancer et qu'on va lancer dans les prochains mois avec des professionnels de santé de terrain pour faire la même chose que ce qu'on a fait sur biologie, radiologie, médecine de ville, hôpital. Et sur les vagues 2, hôpital, médecine de ville, biologie, radiologie, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est exactement la même méthode, retravailler avec des professionnels, retravailler avec les industriels pour un niveau d'exigence supplémentaire, avec quelques lignes de force quand même assez importantes, c'est aller de plus en plus sur des choses avec de la data de plus en plus structurée,
Globalement, la vague du Ségur elle est assez humble. Hein. En dehors de la biologie, on est resté sur du CDA niveau 1, c'est-à-dire, entre guillemets, du PDF indexé avec l'INS. Donc, mais moi, je crois à cette méthode itérative et pas humble, mais où on franchit les étapes les unes derrière les autres. Donc, il y aura la volonté d'avancer vers plus de structuré. Et il y a un autre sujet quand même qui nous paraît assez important à instruire dans le cadre des vagues 2 et 3, c'est la convergence vers des standards européens. Hein. On ne peut pas faire du franco-français. Donc là, ça bouge beaucoup, notamment avec la présidence française de l'Union européenne. On sent que ça bouge beaucoup sur la volonté européenne de converger vers des standards communs sur le volet de synthèse médicale, sur tout un tas de sujets, sur la prescription, etc. Donc pour nous, il y a un sujet qui va être progressivement d'amener nos référentiels techniques sur une standardisation européenne. D'accord, merci beaucoup Dominique. Alors, je vous propose de passer à la suite. Merci beaucoup pour ton intervention et pour tous ces éclaircissements. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, eh bien, on va faire une pause de quelques secondes, le temps de changer d'intervenant, et je vous dis à tout de suite.